et ils vont s'installer dans un camp de base à Boston où tout est prêt pour les accueillir. Hôtel 4 étoiles, pelouse adaptée, gymnase, salle de musculation, jacuzzi. Rien n'est laissé au hasard pour le confort de nos joueurs. On a été autorisé à visiter leur camp de base. Reportage Franck Genozo, Marine Zambrano. La campagne chic et tranquille du Massachusetts. C'est ici, au sein de l'université de Bentley, que l'équipe de France va prendre ses quartiers pour quelques semaines. Ils m'ont dit interdit de marcher sur la pelouse. Le terrain d'entraînement y a été préparé avec une attention toute particulière. Didier Deschamps m'a dit il y a beaucoup de choses importantes, mais la pelouse, c'est numéro 1. Les abords du terrain seront protégés par des palissades de 3 mètres. Victime de tentatives d'espionnage par le passé, l'équipe de France s'est voulue attentive à tous les détails. Quand ils sont venus, ils m'ont dit « il y a quoi là-haut ?» J'ai répondu « de quoi vous me parlez ?» Ces bâtiments qui ont vu sur le terrain. Ah, ce sont des dortoirs, ils sont vides pendant l'été et il faut une carte de sécurité pour y entrer. À proximité, les Bleus auront à leur disposition un gymnase et un vestiaire de 30 places récent et lumineux, habituellement occupé par l'équipe locale de hockey sur glace. Avec un casier pour mettre ses chaussures, ses équipements et un bon siège. Je suis sûr que les joueurs de hockey se demandent tous qui va prendre mon casier. Ce sera qui? Un lieu compact mais confortable. Tout ça, ce sera pour eux aussi. Équipé d'une salle de musculation et d'installations médicales, dont ces bassins pour favoriser la récupération. Petit avertissement aux joueurs de l'équipe de France, 42 degrés, c'est en Fahrenheit, hein. C'est pas en Celsius. En Celsius, ça fait entre 5 et 6 degrés, il faut quand même le savoir avant de s'y plonger. Pour préserver les organismes et bénéficier d'un climat plus tempéré, les Bleus ont choisi de s'installer dans le nord des États-Unis. À 30 minutes du centre d'entraînement, ils résideront au cœur de Boston, juste en face de ce parc historique où les habitants et les touristes adorent flâner. Ce luxueux hôtel leur sera intégralement réservé. Les joueurs et le staff pourront profiter de la piscine, de salons élégants et des salles de restaurant ou de projection confortables. Le sélectionneur a supervisé lui-même le choix de l'établissement. C'est censé être quoi? C'est la salle de repas? Clair surtout. Stratégique pour la cohésion de l'équipe. Que la vie au quotidien puisse être la plus fonctionnelle, agréable possible, parce que c'est important. C'est pas là où on gagne les matchs, mais on peut les perdre aussi là. Donc on va éviter de les perdre avant de les jouer. Une chambre coûte généralement autour de 800 € la nuit. La facture finale reste confidentielle, mais la fédération dit avoir obtenu un bon prix et la FIFA en paye une partie. Les clients nous affirment que cela vaut le coup à un détail près. Le buffet n'était pas incroyable, comme souvent les buffets. Mais ils auront leur propre cuisinier. Ah, bien mieux. Dans ce cas, je reviens avec eux. En dehors des jours de match, les Bleus ont prévu de séjourner ici jusqu'au bout de leur rêve américain de 3e victoire en Coupe du Monde. Donald Trump veut faire de cette Coupe du Monde un événement de tous les records et de tous les excès. En témoignent les stades flambant neufs où des millions de dollars ont été dépensés pour qu'ils soient les plus spectaculaires possibles. Ça veut dire aussi des billets qui coûtent une fortune pour les supporters. Visite guidée de ces stades complètement fous, signés Franck Genozo, Marine Zambrano et Pierrick Laurent. Toujours plus grand, toujours plus confortable et surtout toujours plus spectaculaire. Durant la Coupe du Monde, les stades américains vont faire la démonstration de leur sens de la mise en scène. L'un des plus beaux se trouve à Atlanta, reconnaissable à son toit qui s'ouvre en une poignée de minutes. Et à son entrée sur la pelouse, où les joueurs passent au milieu des spectateurs, à grand renfort de lumière et de fumée. L'ambiance est très chaude, c'est très bruyant. Il y a un peu de tout pour les supporters, c'est super. Je ne connais pas un autre stade où vous pouvez taper dans la main des joueurs avant et après le match. C'est génial. Le sens du spectacle, mais aussi celui du confort. Voici ce qu'on appelle la terrasse. Tout est déjà prêt. Les fans arrivent tôt généralement. Et c'est comme si on installait votre salon au bord de la pelouse, avec tout ce qu'il faut de nourriture, de boissons, de desserts. Pour un match du premier tour de la Coupe du Monde, il vous faudra dépenser l'équivalent de 3 000 € par personne pour prendre place dans ce carré VIP.
Mais le stade est aussi connu pour ses prix cassés sur la restauration, avec des centaines de points de vente. L'équivalent de 4 € pour un burger, de 2 € pour un soda à volonté. Les tarifs n'augmenteront pas pendant le mondial, de quoi profiter des buffets illimités ou de l'intimité de ce bar à cocktails. Les gens restent parfois à l'intérieur pour regarder le match à la télé, juste parce qu'ils passent un bon moment. Quoi qu'il arrive, vous ne raterez rien du match grâce aux 3000 écrans. Il y en a absolument partout. À la buvette, dans les couloirs, dans les ascenseurs et jusque sur le miroir des toilettes. Pendant le match, vous pouvez aussi participer à de nombreuses activités, y compris avec vos enfants. Les habitués en conviennent. Être supporter dans ce stade est un luxe assez inhabituel. C'est incroyable le niveau de confort dans lequel ils ont investi. Vous ne faites jamais la queue, même pour aller aux toilettes. C'est pas un stade, c'est un bateau de croisière. C'est vraiment... Un bateau de croisière qui accueillera 7 matchs, dont une demi-finale. Mais le bijou de cette Coupe du Monde se trouve peut-être à Los Angeles. Le stade de tous les superlatifs, le plus grand du pays en superficie, le plus cher jamais construit, pour près de 5 milliards d'euros. Bonjour à tous, bienvenue au SoFi Stadium. Je serai votre guide ce matin. Suivez-moi, on y va. 70 000 places et un écran d'une dimension inédite dans une enceinte sportive. C'est un double face. L'image est diffusée à l'intérieur comme à l'extérieur. L'écran est aussi haut qu'un immeuble de 12 étages. Ok, on y va. Le nettoyage s'effectue à la force des bras. Suspendu grâce à un système de cordes et de poulies, avec vue vertigineuse sur le terrain et les tribunes. C'est payé 125 $ de l'heure. Vous voyez comme ils sont suspendus? Tu veux le faire? Non? Moi non plus. Ici, pas de problème de Wi-Fi. Les serveurs sont prévus pour 100 000 connexions vidéo en simultané. De nombreuses stars de la chanson et du cinéma ont une loge dans le stade. Entrez, venez! Elles peuvent profiter d'une boîte de nuit et de ce bar à champagne. Et devinez quoi? Beyoncé a tourné un clip ici. De quoi faire pétiller les yeux de ces touristes français. On a l'impression d'être dans un hôtel 4 étoiles, quoi. On sent qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur le confort des gens qui viennent voir. Prévu pour le football américain, le stade a dépensé plusieurs millions de dollars pour s'adapter aux exigences de la Coupe du Monde. Rien d'insurmontable pour un lieu qui veut faire de cette compétition la vitrine de son savoir-faire. Le lieu a été pensé pour que les fans passent le meilleur moment de leur vie. Pas un simple stade, mais un endroit où ils vivent une expérience qui va au-delà du match qu'ils sont venus voir. Une expérience qui a un prix. Pour les matchs du premier tour, les meilleures places se sont vendues près de 4 000 € pièce. Pour le stade, l'enjeu est important car il accueillera aussi dans 2 ans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et même les compétitions de natation. C'est donc ici qu'il faudra venir encourager Léon Marchand. Les Bleus vont-ils marquer l'histoire en arrachant un triplé? Une 3e victoire en Coupe du Monde après 98 et 2018. On posera la question dans un instant à Robert Pires qui sera notre invité. Mais d'abord, la ferveur des Français pour leur équipe est toujours là. Comment la France est-elle devenue une grande nation du football? Retour sur la saga des Bleus, un siècle de passion française avec par moments des crises tumultueuses. Grégory Naboulet et Serhan Ganzer. L'euphorie gagne les rues du pays, du jamais vu, dit-on, depuis la Libération. C'est de la pure folie, là. C'est de la pure folie. Je les connais pas, tout le monde sait, tout le monde dit les mots. Il y a des jours comme ça où la foule décide de prendre un bain de foule. C'est l'effet Coupe du Monde, une compétition hors norme. Tout a commencé en 1930 en Uruguay. À l'origine, un Français, Jules Rimet, alors président de la FIFA. 4 équipes européennes seulement, dont l'équipe de France, traversent l'Atlantique à l'occasion d'un événement qui va se dérouler dans une relative indifférence, la première Coupe du Monde de football. C'est encore un Français, Lucien Laurent, qui marquera d'ailleurs le tout premier but de l'histoire de la Coupe du Monde. Le premier fait d'armes des Bleus, c'est 1958. La France de Raymond Kopa et Juste Fontaine se classe 3e du mondial en Suède. Juste Fontaine va marquer 13 buts durant la compétition, un record absolu. Mais en Coupe du Monde, la victoire a longtemps échappé à la France. Aujourd'hui encore, un match résonne comme un trauma. Valait penalty et expulsion du gardien. Les Français ne lui ont jamais pardonné.
Quand on pense que sur l'action de Patrick Battiston, il a 2 dents de cassé, qu'il est dans le coma et qu'il ne siffle pas pénalty, c'est un scandale. Moi, je m'excuse, mais... La rivalité France-Allemagne dans toute sa dramaturgie. Les Bleus de Platini, Tigana, Giresse, battus en demi-finale en 82 donc, puis en 1986. Coupe du Monde après Coupe du Monde, le grand public se prend au jeu. Le ballon rond n'est plus seulement une affaire de spécialistes ni de garçons. Les supporters se féminisent. On pénètre dans un univers complètement masculin qui nous était interdit jusqu'ici. Je ne suis pas sûre qu'ils soient ravis d'ailleurs qu'on s'intéresse au foot parce qu'ils aimaient bien regarder ça entre eux en buvant de la bière, en étant en pantoufles et en insultant l'arbitre. Les matchs se vivent ensemble chez des amis, dans des bars, devant des écrans géants, comme en 2006, lorsque la finale Italie-France se joue sur un coup de tête, celui de Zinedine Zidane, le héros du pays. T'aimes tous et je t'ai fait un dessin. Que tu sois sorti comme ça, franchement, ça me déçoit, mais je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait. Et ton image est absolument pas terminée. Le foot devient un sujet de société, scruté, commenté, jugé. À ce titre, la une du journal L'Équipe, le 19 juin 2010, est un coup de tonnerre dans l'histoire du foot français. À Naïsna, en Afrique du Sud, les Bleus inventent la grève en pleine Coupe du Monde. Une équipe en perdition et tout un pays qui y voit son image ternie. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Après le quart de la honte, le bus de la victoire, qui passe d'ailleurs un peu trop vite au goût des supporters sur les Champs-Élysées. 2018, la génération Griezmann-Mbappé remporte une deuxième Coupe du Monde. La France affirme son statut de grande nation du football, actuellement 3e au classement mondial et évidemment une des favorites à la victoire cet été.